Smotrich voudrait que l'on supprime cela. Je crois que, au-delà, bien sûr, de la question de l'abus de confiance, etc., si ces réformes-là étaient adoptées, ce serait la fin de notre système judiciaire dont nous sommes et nous avons été extrêmement fiers jusqu'à présent. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Claude Klein, ancien doyen de la faculté de droit de l'Université hébraïque de Jérusalem. Professeur Klein, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre un peu la nature de cette réforme proposée par Bezalel Smotrich, le leader du parti sioniste religieux. Et en particulier, on va dire un point important dans cette réforme, c'est ce qui suscite, on va dire, le plus de débats en Israël depuis 2 jours, à savoir l'annulation souhaitée par Smotrich des chefs d'accusation de fraude et d'abus de confiance dans le droit israélien. Alors, d'abord, je vais vous poser une question de principe. Est-ce qu'il est possible d'annuler comme ça, purement et simplement, de tels chefs d'accusation? Comment fait-on ? Écoutez, c'est tout à fait possible. Ce chef d'accusation figure dans notre droit depuis 1977, dans le code, ce qu'on appelle, qui est l'équivalent de notre code pénal, et donc a été introduit en 1977. Et il figure donc l'abus de confiance, la fraude, qui serait le fait de politiciens ou de hauts fonctionnaires, et dit, selon une formule extrêmement intéressante, même si cet abus de confiance ou cette fraude ne serait pas répréhensible s'ils étaient le fait de citoyens ordinaires. Voilà donc ce qui figure dans la loi, et il suffit de réunir la Knesset et de voter l'abrogation de l'article 284 du code pénal. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire que c'est effectivement un chef d'accusation qui ne se rapporte que aux personnalités publiques, aux personnalités politiques. Oui. Alors, pour les autres personnes, et il y a évidemment d'autres chefs, mais qui sont plus précis. Alors, je vous dirais tout de suite que le grand problème qui est discuté, et pas seulement parce que M. Netanyahou est accusé, il y en a eu d'autres, c'est que la formulation de cet article est extrêmement vague. C'est-à-dire, on parle effectivement d'abus de confiance ou de fraude, mais on ne dit absolument pas en quoi cela peut consister. Et donc, je crois qu'il y a 2 possibilités. Celle que M. Smotrich avance, et peut-être la plus facile, c'est tout simplement ce qu'il propose, lui, c'est de supprimer cet article. Mais au cours des années, des 10, 15, 20 dernières années, eh bien, à plusieurs reprises, on a essayé non pas de supprimer cet article, mais tout simplement de lui donner un contenu plus précis. Et cela a échoué chaque fois parce que, en réalité, les politiciens, surtout les différents ministres de la justice qui supervisent les propositions de révision législative, s'y sont opposés. Alors, je crois que je serais parfaitement d'accord sur le fait qu'il faudrait préciser ce que l'on entend par abus de confiance ici, mais supprimer, cela me paraît un peu facile et un peu, je dirais, trop facile. Alors, il y a d'autres questions dont nous allons parler. Dans quelle mesure ça s'appliquerait à M. Netanyahou? Alors ça, on va revenir sur le cas Netanyahou, mais d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec les affirmations de certains qui disent que finalement, au cours des dernières années, ce chef d'accusation est devenu une sorte de monnaie courante de la part du parquet pour mettre en examen de multiples personnalités politiques israéliennes, les neutraliser d'une manière ou d'une autre, y compris par exemple d'anciens ministres de la justice. On avait parlé à l'époque de l'ancien président Reuven Rivlin, de Yaakov Neeman, un peu trop facilement neutralisé sous ce chef d'accusation flou, comme vous dites.
Non, alors je ne pense pas qu'il y ait une intention de neutraliser, mais il faut bien reconnaître que l'article a été fait pour les hommes politiques. Donc c'est tout à fait normal qu'il s'applique éventuellement à des hommes politiques. Alors, si vous voulez, il y a deux choses qu'on dit dans le monde très souvent, dans le monde entier, que les hommes politiques israéliens sont plus corrompus que d'autres, mais à l'inverse, et c'est très mauvais pour notre démocratie, mais à l'inverse, on dit aussi que les tribunaux n'hésitent pas à les punir, ce qui est relativement meilleur pour notre démocratie. Alors je crois que l'argument qui a été avancé n'est pas bon, puisque l'article est destiné précisément à combattre ou à mettre en accusation des hommes politiques. Je crois tout simplement qu'il est mal rédigé. En tout cas, il n'est pas rédigé du tout. Alors, est-ce qu'il y a une différence, parce que vous avez prononcé vous-même le mot de corruption, est-ce qu'il y a une différence entre le chef d'accusation de corruption et le chef d'accusation de fraude et abus de confiance? Quelle est la différence? Parce que là, on va rentrer dans le dossier de Binyamin Netanyahou. Je rappelle à nos auditeurs que dans les 3 dossiers de Binyamin Netanyahou, il y en a 2 dans lesquels il est accusé de fraude et d'abus de confiance seulement, et dans le 3e dossier, le dossier 4000, il est accusé aussi de corruption. Où est la limite entre la corruption et l'abus de confiance? Non, la limite, évidemment, c'est éventuellement, mais là, je n'ai pas sous les yeux les peines encourues. Les peines encourues pour l'abus de confiance, le maximum est de 3 ans. Pour la corruption, je pense que ça doit être 10 ans, mais je le dis sous toute réserve. La corruption est quelque chose de beaucoup plus grave, et éventuellement, là, il faut des preuves extrêmement précises. Et donc, c'est pourquoi le parquet, dans la mesure où il peut utiliser l'abus de confiance ou la fraude, préfère le faire, mais évidemment, c'est beaucoup plus, c'est assez complexe. Mais la corruption, c'est évidemment la chose la plus grave. Vous pouvez nous donner par exemple un exemple d'abus de confiance, de fraude et d'abus de confiance d'une telle accusation? Oui, alors si vous voulez, l'abus de confiance, c'est que l'homme politique ça peut être un haut fonctionnaire aussi, mais c'est surtout un homme politique, commet un acte qui peut lui bénéficier, mais ce n'est pas aussi évident que dans le cas de la fraude où il reçoit directement de l'argent. Et c'est pourquoi je prends comme exemple justement l'affaire Netanyahou, où par exemple M. Netanyahou aurait, je dis bien aurait, négocié, je ne dis pas monnayé, une meilleure couverture de la presse avec le directeur de tel ou tel journal. Donc c'est un peu plus complexe parce que ce n'est pas de l'argent qui circule directement, mais ce sont, si vous voulez, des opinions ou des choses de ce genre. Alors, est-ce que je voudrais revenir aussi à une sorte de question de fond. Cette réforme que souhaite entreprendre Bezalel Smotrich, elle est le reflet, on va dire, d'une sorte de malaise qui existe en Israël, dans la société israélienne, face aux institutions juridiques, en particulier la Cour suprême. Malaise qui est très fort, on va dire, dans certains secteurs, dans le monde orthodoxe, dans le monde sioniste religieux, dans la droite israélienne, on va dire en général. Est-ce que finalement, vous avez le sentiment que qu'est-ce qui a commencé à remettre en cause, on va dire, le consensus qui existait, on va dire, jusque dans les années 90, autour de la Cour suprême, autour de la justice israélienne, une justice impartiale? Est-ce que vous pensez que c'est la réforme à l'époque de Aaron Barak, ou alors finalement ce sont les accusations portées par les courants nationalistes, les courants religieux, les courants orthodoxes contre la Cour suprême qui ont remis en cause, on va dire, ce statut? Écoutez, il y a une chose qui est vraie, depuis Aaron Barak et légèrement avant également, Shamgar déjà avait un peu commencé, nous avons ce que l'on peut appeler une cour un peu plus activiste, c'est-à-dire une cour qui est prête à intervenir dans des domaines dans lesquels elle n'intervenait pas auparavant. Et je vais vous donner 2 ou 3 exemples de modifications. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'intérêt pour agir, c'est-à-dire en droit, normalement, dans beaucoup de pays, on ne peut attaquer une décision administrative que s'il y a un certain intérêt personnel. Or, la Cour a pratiquement supprimé cela. Il n'y a plus d'intérêt pour agir. Deuxièmement, la Cour a accepté
de pratiquement faire disparaître ce qu'on appelle la notion de justiciability, c'est-à-dire ce qu'on appelle en France l'acte de gouvernement, c'est-à-dire que les tribunaux n'interviennent pas lorsque la décision est éminemment hautement politique. Et donc la Cour est de plus en plus activiste, et c'est vrai que c'est cela qui a provoqué une réaction de la droite et des milieux religieux, parce que c'est dans ces domaines-là que la Cour intervient de plus en plus souvent. Je suis d'ailleurs en général d'accord avec la Cour, mais je suis tout à fait prêt à souscrire à la formule selon laquelle nous avons la Cour la plus activiste au monde. Vous pensez qu'une réforme telle que celle proposée par Smotrich remet en cause ou en met en danger la démocratie israélienne, ou finalement c'est tout à fait légitime dans la mesure où il y a déjà eu une réforme dans un sens par Aaron Barak dans les années 90. Aujourd'hui, si le Netanyahou revenait au pouvoir, eh bien il y aurait de manière légitime une forme de réforme du système juridique israélien? Non, écoutez, Aaron Barak n'a pas fait de réforme, c'est une question de jurisprudence. Il y a eu une réforme qui a été faite par le ministre, mon ami, le collègue Daniel Friedman, qui veut que maintenant, c'est l'une des questions les plus importantes, comment nomme-t-on les juges, et surtout les juges à la Cour suprême? Vous savez qu'ils sont nommés par une commission de 9 personnes, dans lesquelles il y a 2 ministres, 3 juges à la Cour suprême, 2 députés, ainsi que 2 représentants du barreau. Et donc maintenant, sur ces 9 personnes, pour nommer un juge, il faut une majorité de 7. Donc ça a déjà modifié assez profondément les choix qui s'imposent. Et monsieur Smotrich voudrait aller encore beaucoup plus loin. Il voudrait tout simplement que des hommes politiques nomment les juges à la Cour suprême. Mais ça vous choque parce que c'est le cas dans les plus grandes démocraties occidentales comme les États-Unis. Oui, mais je voudrais vous dire que si l'on examine les États-Unis, on n'a pas l'impression que ce soit quelque chose de tout à fait que l'on voudrait imiter. L'exemple américain est véritablement quelque chose de hautement politique et de même méchamment politique. On le voit au cours des derniers mois. Donc, Smotrich veut aller beaucoup plus loin, donc modifier complètement le mode de nomination, supprimer également un des motifs de révision d'une décision, qui est le motif dit de la raisonnabilité. C'est pas un terme bien français, reasonableness, c'est-à-dire que la Cour examine si une décision est raisonnable, si elle a été prise de façon raisonnable. Et M. Smotrich voudrait que l'on supprime cela. Je crois que alors au-delà, bien sûr, de la question de l'abus de confiance, etc., si ces réformes-là étaient adoptées, ce serait la fin de notre système judiciaire dont nous sommes et nous avons été extrêmement fiers jusqu'à présent. Alors, je voudrais également vous poser une question concernant ce qui va se passer cet après-midi à la Cour suprême, puisque la Cour suprême doit débattre de recours déposés par, entre autres, le parti Otzma Yehudit d'Itamar Ben-Gvir, là aussi on est pas loin de Smotrich, contre l'accord signé ou conclu entre Israël et le Liban, en particulier contre le fait qu'il a été validé juste à proximité des élections et contre le fait que, il ne sera pas soumis à l'aval de la Knesset. Est-ce que vous pensez que la Cour suprême doit s'immiscer dans ce genre de débat et doit prendre position ? Écoutez, il y a 2 problèmes différents. Le premier, est-ce que la Knesset doit absolument approuver un accord? Eh bien, non. En droit israélien, c'est le gouvernement qui ratifie les accords, même s'il y a une coutume selon laquelle on présente en général des décisions de ce type à la Knesset, mais ce n'est pas absolument obligatoire. Deuxièmement, effectivement, nous avons un gouvernement de transition, qu'on appelle en français qui expédie des affaires courantes, et la Cour suprême a développé une théorie selon laquelle ses pouvoirs ne sont pas aussi étendus que ceux d'un gouvernement ordinaire. Donc, normalement, elle pourrait intervenir. J'ajouterais que personnellement, je suis assez sceptique sur le point de
je me demande vraiment si la Cour va le faire, car là, ce serait aussi une décision politique. Le gouvernement, évidemment, se cache derrière la nécessité absolue de conclure cet accord, mais il y a une question qui est ouverte. Ce n'est pas une question illégitime, mais si vous me demandez de prendre des paris, et je vais peut-être perdre, je pense que la Cour, finalement, n'interviendra pas. Mais là, ça peut paraître, professeur Klein, ça peut paraître assez surprenant, parce que justement, on parlait il y a à l'instant d'activisme juridique, c'est on va dire, l'une des caractéristiques de la Cour suprême israélienne, et là, soudain, lorsqu'il s'agit d'une question qui préoccupe, on va dire, l'opposition actuelle, eh bien, la Cour suprême prend un pas de recul et ne veut pas s'immiscer, ne voudrait pas s'immiscer. Ça peut paraître surprenant, ça peut là aussi remettre en cause une forme d'impartialité de la Cour. Oui, c'est un paradoxe que vous dites, vous faites bien de le souligner, mais je crois qu'il y a derrière cela autre chose. Ce que le gouvernement avance, c'est que ce qui est en question là, ce sont des intérêts beaucoup plus élevés encore au niveau international des relations donc de l'État d'Israël avec le Liban, et que cela va encore plus loin que la question de l'activisme de la Cour, mais vous faites bien de souligner cet apparent paradoxe. Eh bien, professeur Claude Klein, merci beaucoup pour tout ce décryptage autour donc de cette tentative de réforme de la part de Bezalel Smotrich, voire l'annulation de ces chefs d'accusation de fraude et d'abus de confiance, et autour donc de la position de la Cour suprême sur l'accord entre Israël et le Liban. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Shana Tova, on vous profite, on peut encore vous souhaiter Shana Tova. À bientôt, merci. Au revoir, au revoir.